Le Brésil, où se joue actuellement peut-être la survie des peuples autochtones, avec ce projet de loi très contesté, un texte visant à limiter davantage les terres occupées par les autochtones, une menace menée par le lobby agro-industriel. La Cour suprême s'est d'ailleurs emparée du dossier. On va parler de ce projet et de ses éventuelles conséquences avec vous, Irène Bélier. Bonsoir, vous êtes anthropologue, directrice recherche au CNRS émérite et puis également vice-présidente du groupe international de travail pour les peuples autochtones. Mais avant d'en parler ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce dossier avec ce sujet d'Antoine Delpierre. Regardez. La justice des hommes leur laissera-t-elle leur terre? À défaut d'en être sûr, ces autochtones Guarani s'en remettent à leurs croyances et à leur divinité. Car le jugement que rendra la Cour suprême pourrait remettre en cause la démarcation des territoires qu'ils occupent ou qu'ils revendiquent en tant que peuple indigène. Ce n'est pas juste, parce que nous ne sommes pas blancs, parce que nous ne portons pas le vert et le jaune, les couleurs nationales, d'être attaqués, d'être bafoués. Un droit est un droit. Un droit que sont venus défendre à Brasilia plusieurs centaines de membres de différentes ethnies indigènes, alors que la Cour suprême reprend ses débats pour le procès du siècle, comme l'appellent les autochtones. L'enjeu pour eux est crucial. Les magistrats doivent valider ou rejeter le cadre temporel, une proposition de loi déjà approuvée par les députés qui ne reconnaît les droits des indigènes sur un territoire que s'ils y vivaient ou le revendiquaient à la date de promulgation de la Constitution fédérale, soit le 5 octobre 1988. Le cadre temporel entravera la démarcation des terres autochtones brésiliennes. Nous nous battons donc contre l'approbation de cette restriction temporelle pour que nos terres puissent être reconnues et délimitées. Le concept de cadre ou seuil temporel est largement soutenu par le lobby agro-industriel. S'il était adopté, il entraverait toutes les demandes de démarcation de terres qui sont actuellement en attente, en plus de remettre en cause tous les territoires occupés par les indigènes après 1988. Un véritable bouleversement quand on sait qu'un tiers des territoires autochtones n'ont pas encore été homologués. Le monde entier parle du changement climatique et de la défense de l'environnement, mais ne peut pas comprendre que pour protéger le climat, il est nécessaire de protéger nos droits, de protéger notre mode de vie. De nombreux scientifiques estiment que les réserves indigènes jouent un rôle essentiel dans le combat contre le réchauffement climatique et la conservation de la biodiversité amazonienne, des territoires qui agissent comme des remparts contre la déforestation et l'exploitation minière, mais qui année après année sont grignotés par le secteur agro-industriel encouragé sous l'ère Bolsonaro. L'enjeu est donc de taille pour les autochtones, mais aussi pour le président Lula da Silva qui a fait de leur défense et de la sauvegarde de la forêt l'une de ses priorités. Alors Irène Bélier, on l'a bien compris dans ce sujet, c'est vraiment la reconnaissance et la survie des peuples autochtones qui est en jeu ici. Absolument. On assiste à une entreprise qui a commencé déjà il y a plusieurs années. C'est pas des derniers 6 mois. C'est pas nouveau. Vraiment, le lobby agraire, l'agro-business, fait pression depuis au moins 2000 pour arriver à casser toutes les protections constitutionnelles qui permettaient aux autochtones de récupérer leurs terres. Et là, la discussion aujourd'hui va porter sur une espèce de renversement de l'histoire. Fixer ce qu'on appelle le marco temporal, le seuil temporel, dire que ne seront démarquées et reconnues que les terres occupées en 1988 au 5 octobre 1988, date de la Constitution, c'est nier complètement le processus de la colonisation, le processus du déplacement forcé et en particulier, qui n'a pas été signalé dans le sujet, au moment de la dictature, il y a eu beaucoup de peuples qui ont été déplacés de manière forcée pour les grands plans d'aménagement amazoniens, disons, les routes, les barrages hydroélectriques, etc. Tous ces gens-là ont en partie pu rentrer sur leur territoire après la dictature, donc après le 5 octobre 1988. Donc cette histoire-là serait complètement rayée. Ouais, vous dites qu'on est dans une véritable révision de l'histoire. C'est très important ce qui se passe actuellement en fait. C'est extrêmement important, c'est un front renversé sur la transformation qui commençait à s'opérer au Brésil en 1988 avec cette constitution qui reconnaît un chapitre concernant les Indiens, qui reconnaît à partir de l'article 231, on ne va pas rentrer peut-être dans les détails, mais il y a véritablement une constitutionnalisation des droits autochtones, la reconnaissance, disons, de l'ancestralité et de leur droit à revenir
sur les terres qu'ils occupaient, possédaient traditionnellement. Vous pensez que ça va être difficile pour ces peuples autochtones d'apporter justement les preuves qu'on leur demande? Il y a beaucoup de traditions orales chez les peuples autochtones. Ils vont avoir du mal d'apporter effectivement certaines justifications. C'est extraordinairement complexe comme processus. Demander des preuves en forme de il y a une photo, il y a un titre, il y a quelque chose, c'est vraiment... Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et il y a notamment des peuples dont on parle très peu, mais qui sont très très concernés aussi par cette décision. Ce sont les peuples en isolement volontaire. Il y a quand même 100 et quelques peuples en isolement volontaire qui étaient ou n'étaient pas là sur le territoire il y a 32 ans, donc ils n'ont aucune preuve, effectivement. Et puis on parle de peuples qui sont dans des... Il faut imaginer, on a parlé de jungle tout à l'heure, moi je préfère parler de forêt. Et la forêt est un milieu qui ne supporte pas des grandes villes, des grandes installations urbaines. Les peuples autochtones de la forêt sont des petits nombres, se déplacent, sont labiles. Parce que pour qu'on comprenne bien, si ce projet aboutit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Des pans de forêt entiers vont être rasés, on va construire des villes. Ça va donner quoi concrètement, ces endroits? On assiste déjà à quand même une déforestation continue qui a été extraordinairement développée avec Bolsonaro. La prochaine étape, ça va être la ruine de la forêt, c'est-à-dire peut-être de construction de villes, mais ça, je n'en sais rien, je n'ai pas connaissance de ce projet de ce type-là. Mais ça va être surtout par l'agro-business qui va se développer avec le soja, l'élevage, etc., la ruine du sol. Le sol amazonien est un sol très fragile. À partir du moment où on commence à couper la forêt, eh bien c'est toute la partie vivante de cette terre-là qui va disparaître. Donc c'est une catastrophe environnementale à venir. Qui n'a pas seulement des conséquences pour le Brésil, mais aussi des conséquences pour le monde entier. Pourquoi? Bien parce que c'est le poumon vert de la planète. On est en train d'arriver en ce moment à ce seuil à cause de la déforestation, à cause des brûlis exagérés, etc., à un renversement finalement de la capacité de la forêt amazonienne à piéger le carbone, le CO2 qui était nécessaire pour pouvoir respirer. Et là, on a le changement climatique opère aujourd'hui en forêt. Certains pensent que c'est un peu un revers à la politique environnementale du président Lula, mais est-ce que Lula il a vraiment les coups des franches dans ce dossier? Alors il y a plusieurs points importants, dont un qui n'a pas été non plus signalé dans le sujet, qui était que le processus de démarcation tel qu'il a été acté par la Constitution, indique que les terres des autochtones, ancestrales occupées, etc., doivent être démarquées sans limite de temps. Il n'y a aucune limite de temps qui est indiquée. Le processus constitutionnel va amener le gouvernement, l'administration à travailler sur cette territorialisation, cette démarcation et cette identification de ce qu'on appelle au Brésil terra indígena. Terre autochtone, des réserves. Et à la fin du processus, à la toute fin du processus, le président doit signer. C'est lui qui va homologuer les terres. Et on s'aperçoit que depuis 1988, eh bien, toutes les démarcations n'ont pas été faites, tous les présidents n'ont pas accompli leurs gestes, y compris Lula, qui aurait pu en signer quelques-unes, y compris Dilma Yousseff. Vous pensez que le texte il a de bonnes chances de passer? Bon, on a des vraies inquiétudes, des vraies inquiétudes, parce que c'est une étape supplémentaire après un mouvement qui a commencé par, en 2000, un projet de loi qui va dans ce sens-là, en 2007, un autre projet de loi qui va dans ce sens-là. Ça va de pair avec des projets qui sont passés sous Michel Temer et sous Bolsonaro, de permettre des permis environnementaux autodéclarés, sans vérification propre. Voilà. Et donc, du coup, c'est la mort des autochtones sur place. C'est ce que j'allais vous demander. Les autochtones, ils pourraient disparaître si ce projet arrive. Mais aujourd'hui, ils vont se déplacer. Qu'est-ce qui peut se passer pour eux maintenant? Ils vont sans doute se déplacer. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour exister, pour survivre à leurs besoins. Mais vous prenez, par exemple, prenons juste le cas Yanomami, qui est un cas un petit peu connu, une terre de 40 000 personnes, assez grande, mais 20 000 orpailleurs, colons illégaux qui sont en train de rentrer. Le rapport de force, il est très compliqué. Et par ailleurs, aujourd'hui, on assiste à des assassinats.
hein, des assassinats des défenseurs des droits humains, des défenseurs de l'environnement, des défenseurs des peuples autochtones. Et pas qu'au Brésil. Hein, pas qu'au Brésil. Ouais. On l'a vu, il y a des manifestations actuellement hein, contre ces décisions. Ouais. Est-ce que ces manifestations, le poids des voix des peuples autochtones, elles pèsent encore au Brésil ou finalement pas tant que ça? En tout cas, elle est très nécessaire et elle est continue, elle ne doit pas s'arrêter. Ce que l'on observe, c'est effectivement un processus de prise de voix. Il y a ce qu'on appelle les acampamento terra libre, qui ont ce sont des réunions d'autochtones une fois par an dans les bases régionales. Des États fédérés et à Brasilia. Eh bien, ça leur permet effectivement de partager les informations, de ne pas être complètement isolés, capturés par le pouvoir qui va les diviser. Et un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, sous le gouvernement Lula actuel, il y a quand même une ministresse des Affaires autochtones, Sonia Guajajara, et une autre, Marina Silva, sur l'environnement. Et on est en train de vider leur ministère de leur capacité d'agir. C'est ce que j'allais vous dire, ça c'est l'autre pan dont on parle un petit peu moins, c'est qu'il y a aussi cette affaire politique qui pourrait arriver avec ce texte, hein, cette disparition de ce ministère. Alors je ne sais pas si ça sera la disparition, parce que politiquement parlant, et ça sera tellement contraire finalement à ce qui a permis à Lula d'être élu aussi, c'est vider les capacités d'agir. Je vous dis, vous pouvez garder un ministère, mais s'il n'a pas les moyens d'agir, notamment, je pense que la question du cadastre, la question des processus par lesquels on reconnaît les terres autochtones, sans moyen d'agir. Et un des problèmes qui est là, c'est un problème de jurisprudence. Si le tribunal suprême, à un moment donné, reconnaît que le seuil temporel doit s'agir dans un cas en particulier, qui est le cas Chokling aujourd'hui posé et qui a été reporté à la fin du mois de juin, alors cette décision-là aurait des répercussions générales sur l'ensemble des terres. Donc il n'y aurait même pas d'examen contextualisé et précis de la... Et c'est là l'enjeu. On ne peut pas demander, en jugeant un seul cas, que tous les cas soient de la même façon. Voilà, et on a bien compris surtout que c'était difficile de faire le poids par rapport au lobby agro-industriel actuellement au Brésil. C'est ce que vous avez également expliqué tout à l'heure, Irène Bélier. Merci pour cet éclairage très complet et très intéressant sur la situation actuellement au Brésil. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir donné du temps pour dire « now à Marco Temporal ». Avec grand plaisir.